Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Hors Champ, la politique vue autrement. Ici, on pense la politique autrement, sous un angle différent. On la vulgarise, on la rend plus dynamique, accessible et interactive. On permet à nos téléspectateurs de s'identifier et pourquoi pas, de s'engager. Les objectifs sont clairs. Il s'agit ici d'humaniser les fonctions, de déconstruire les préjugés et de reconnecter la jeunesse au débat public. Pour vous permettre de mieux comprendre les engagements et les parcours de ceux qui font vivre notre vie politique, j'ai décidé de les inviter afin qu'ils vous présentent qui ils sont derrière leurs fonctions. Comme vous le savez, les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales et c'est près de 49 millions d'électeurs qui décideront du sort des 38 000 communes de France. Afin de vous éclairer au mieux sur les choix cruciaux que vous prendrez dans les isoloirs et seuls face aux urnes, j'ai voulu vous offrir une version plus personnelle de vos candidats. Et aujourd'hui, nous recevons le candidat écologiste centriste pour la ville d'Orly, dans le Val-de-Marne, M. Philippe Bouriaki. Philippe Bouriaki, bonjour. Bonjour Jessie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'invitation surtout. Un plaisir. Alors, ce qui est assez intéressant, lorsqu'on voit des candidats, ils nous parlent très souvent de leur programme, mais très peu d'eux-mêmes. Donc aujourd'hui, moi je t'invite parce que je sais l'homme extraordinaire que tu es et je sais l'engagement que tu mènes aujourd'hui en politique et le fait que tu as ta ville d'Orly chevillée au corps. Mais est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur toi, à nous dire où est-ce que tu as grandi, comment la politique est arrivée dans ta vie, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu pensais de la politique avant d'en faire. Mais pour commencer, la première question, dans quelle ville as-tu grandi, Philippe ? Orly. Orly. Enfin, je suis arrivé à l'âge de 5 ans d'Algérie à Orly et je n'ai quasiment pas bougé de cette ville. Donc tu es un natif natal ? Pratiquement. Si on considère que la naissance commence à 5 ans, je suis un natif d'Orly. Tout à fait. Alors, dis-nous un peu, quel métier faisaient tes parents ? Alors, ma mère, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour nourrir ses 3 oisillons. Donc une mère courage. C'est une mère extraordinaire. Je crois que c'est la femme la plus extraordinaire du monde. Alors tous les enfants diront ça de leur mère, mais même vu de l'extérieur, il y a des gens qui ont encore sa mémoire en eux, chevillée en eux, le disent. Alors, c'est vrai que je peux ne pas être... j'en oublie mes mots quand je parle de ma mère. Non, parce que c'était vraiment une femme extraordinaire. Et ça l'est toujours, puisque je continue à en parler. Je pense que l'immortalité fait que même quand tu n'es plus de ce monde, que les gens continuent à avoir une pensée pour toi, un mot pour toi. Courageuse, elle avait une grave maladie cardiaque, elle était en première invalidité. Mais parce que l'instinct des femmes, que beaucoup d'hommes ont sûrement perdu, et renient la femme qui sommeille en eux, fait qu'elle ne regarde pas la difficulté, elle ne regarde pas le nombre d'heures, elle ne regarde pas ce qui est impossible. Je crois qu'elle a enlevé le 1 dans impossible. Et pour elle a tout rendu possible. Tout. Donc ça a été une maman qui a un peu tout fait, elle a occupé tous les emplois qu'elle devait et pouvait. Alors malheureusement, elle n'a pas fait ce pourquoi elle était prévue. Alors il faut savoir que dans les années 70, dans une société très machiste, très patriarcale, alors je sais que ça fait cliché de dire ça aujourd'hui, mais réellement, tout était destiné, et en tout cas les postes de commandement et de responsabilité étaient occupés que par des hommes. Principalement. Et les hommes avaient un souci avec le commandement féminin. Parce que aussi, dans l'éducation que nous avions, nous étions considérés comme des princes, voire comme des rois. Et par qui on était élevés ? Par nos mères. Et puis qu'à l'époque, surtout, un salaire permettait de nourrir toute une famille. Alors quand tu es toute seule, femme isolée avec 3 enfants, eh ben, tu fais le rôle du papa, de la maman, de l'homme, de la femme. Tu fais tous les rôles. Elle était ingénieure en informatique, ce qui était très très rare dans les années 70. Je vous rappelle, à l'époque, c'était des bandes comme ça, etc. Et lorsque tu es une femme, tu es ingénieur informatique, que tu viens d'un pays où la fin de la guerre était quand même dans la mémoire de tout le monde, il y a beaucoup de portes qui se ferment. Et donc, des fois, elle allait à des rendez-vous pour des entretiens d'embauche et on lui proposait des postes qui n'étaient absolument pas à la hauteur de ses qualifications. Il n'y avait rien à voir avec ses qualifications. Rien à voir. On lui proposait de faire le ménage, on lui proposait de... Il n'y a rien de honteux de ça, au contraire. Moi, elle m'a appris à ne pas mourir au milieu d'un champ de patates et à faire tous les métiers possibles et imaginables. D'autant plus, on en parlera peut-être tout à l'heure. Moi, j'ai un handicap qui ne se voit pas. Comme 80% des personnes qui sont porteuses d'un handicap. Je suis dyslexique et dysorthographique. Donc, très tôt, on a compris que j'allais avoir quelques difficultés en scolarité, mais
elle m'a appris qu'on pouvait compenser des défaillances ou des lacunes ou des problèmes ou des handicaps par d'autres et donc faire en sorte que ça ne se voit pas et qu'on pouvait s'en sortir. Donc voilà, je pourrais en parler des années, pas des heures, mais des années de cette femme qui est extraordinaire, qui est ma mère. Merci de nous partager aussi ce que ta mère a quand même apporté dans ta vie, cette polyvalence, ce courage face à l'effort, cette humilité face aux tâches et aux différentes fonctions, et c'est très fort. Et si tu veux, j'aime beaucoup voir la manière dont les personnes voient le travail aussi à travers la façon dont ils ont vu leurs parents travailler. Cool. Mais pour continuer, tu disais juste avant que tu as ce trouble de la dyslexie et ma question était quel est ton parcours académique, mais pourquoi j'ai fait ce lien? Parce que je pense que les deux ont été étroitement liés. Je pense que cette difficulté a impacté probablement, peut-être je dirais difficilement ou peut-être négativement ton parcours académique. Oui, ça l'a impacté parce que alors il y a différentes formes de dyslexie. La mienne, elle est un peu spéciale. C'est-à-dire que je ne vois pas les lettres. Je les vois, elles apparaissent, elles disparaissent, elles changent de couleur, elles sont remplacées des fois par des symboles. Alors on pourrait se dire, lorsqu'à chaque fois je vois un point d'interrogation, c'est un E. Donc point d'interrogation est égal à E. Sauf qu'un quart d'heure après, le E, ça devient peut-être une virgule, peut-être un fragment de point d'interrogation. Donc je ne peux pas... Tu as été diagnostiqué à quel âge? Très tard. À l'armée, quasiment à 20 ans. À 20 ans. Et du coup, ton parcours, je dirais scolaire, un peu autour des filières lycée, bac Alors, moi, je me suis arrêté après le brevet en troisième et j'ai fait un CAP à la suite. Mes profs voulaient réellement que je continue, surtout dans les matières scientifiques où c'était pour moi plus facile, plus fluide, plus rationnel, plus cartésien. Mais... je pouvais écrire, alors je suis dyslexique et dysorthographique, donc les fautes d'orthographe, je vous en parle même pas, moi j'ai jamais eu plus de 0 dans une dictée, donc comme ça l'histoire a été réglée. Ça devait être l'exercice. Parce que je ne sais pas comment j'arrive à mettre les accents, je ne peux pas conjuguer, enfin c'est assez complexe, mais la faculté de notre cerveau fait que tu vas développer d'autres sens, ce qu'on appelle la photomémoire. Tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, je l'enregistrais, donc je pouvais le restituer sans aucun problème si, et seulement si, on me lisait les questions. Si on ne me lisait pas les questions, je ne pouvais pas voir. Et à l'époque, c'était très mal diagnostiqué. Les profs n'étaient pas formés à ça, donc je ne leur en veux absolument pas. Et puis, on avait ce truc, tu n'as pas de lunettes, donc c'est que tu vois bien. Et c'est vrai que je voyais bien, sauf que je ne voyais pas les lettres. Et donc, quand tu as une première brimade, une deuxième brimade, une troisième brimade, tu te tais, tu dis, bon, ok... Alors, dans ce que je comprends, dans ce que tu dis, c'est-à-dire que le milieu scolaire est déjà un environnement qui, je ne dirais pas qui t'est hostile, mais est un environnement qui ne regarde pas où se situent tes réelles capacités. Le système scolaire, pas le milieu. Parce que le milieu, il est composé d'hommes et des femmes qui étaient extraordinaires. Sérieusement, je crois que j'ai eu 2 ou 3 profs qui en avaient rien à faire de ce qu'on était et qui venaient prendre leur paye et qui n'aimaient pas ce qu'ils faisaient sur toute ma carrière scolaire. Donc j'ai rencontré que des gens qui étaient passionnés. C'est une vocation être prof, avoir des enfants avec des troubles, avec des comportements différents, en avoir beaucoup, avec des origines, des cultures différentes et imbriquer tout ça. Donc l'école de la République, elle est extraordinaire là-dedans. Bien sûr. Elle réunit tout ça sous la même chapelle. Bien évidemment, cette remarque-là ne met pas tant en avant ce que le système scolaire a fait ou pas fait, mais plus le fait que comment toi aujourd'hui dans l'orateur que j'entends que tu es, dans la réflexion que je sais que tu as, que la politique, parce que tu vas nous le dire un peu après, comment c'est arrivé dans ta vie, que tout ton parcours n'ait peut-être pas été orienté vers ces compétences que tu avais, au lieu d'avoir un diagnostic qui arrive assez tardivement, plutôt que peut-être de te laisser dans cette errance médicale et cette errance du diagnostic. En vérité, c'est une question de moyens. Si tu mets des moyens, tu as des résultats. Si tu ne mets pas de moyens, tu as très peu de résultats, sauf si quelqu'un a un don exceptionnel. Et donc... personne n'était formé à, et les profs se heurtaient au système administratif de l'éducation nationale, le fameux mammouth, où tu as des conseillers d'orientation qui ont fait un choix pour les uns et pour les autres, selon aussi leurs moyens, leurs compétences à titre personnel. Donc c'est pour ça que je n'en veux à personne. Alors vas-y, je t'en prie. Mais là-dessus, j'étais un très bon élève, parce que très assidu, j'avais moins de besoin de réviser à la maison que les autres. Je te le dis, moi, dès que j'entendais quelque chose, je l'enregistrais, je le casais quelque part, et quand j'avais besoin, j'allais le chercher, je le reprenais. Et grâce à mon père, qui m'a
permis de me développer aux échecs. J'ai pu développer la réflexion. C'est-à-dire que tu peux reproduire quelque chose comme une dictée bêtement sans en comprendre les signes et surtout le contenant. Et grâce aux échecs, j'ai pu apprendre cette réflexion qui, si tu me posais une question à côté de réflexion sur le sujet, je pouvais y répondre aussi sans aucun problème. Okay. Et c'est pour ça qu'il y a un prof qui l'a compris très tard, qui me dit, je comprends pas, à chaque fois que je te pose une question orale, tu as 21 sur 20, à chaque fois que c'est à l'écrit, je suis à 2 doigts de te mettre un 0. Et donc je lui dis, je vois pas. Et lui a pris cette décision dès la 4e en disant, dorénavant, toutes les questions à une interrogation, il faudra lire les questions à Philippe, à haute voix à tout le monde, pour que lui puisse répondre. Et c'est comme ça que mes notes ont progressé et que je me suis senti beaucoup mieux. Alors, très intéressant, parce que la question qui vient juste après, c'est quel métier voulais-tu faire lorsque tu étais enfant et pourquoi ce métier ? Je voulais faire gendarme pour protéger les autres. Très bien, honorable. Oui, bien sûr, tous les métiers sont honorables. Tous les métiers sont honorables. Merci de le rappeler. Ouais, réellement, tous les métiers sont honorables parce qu'en vérité, on ne se rend pas compte mais on a tous besoin de notre éboueur. S'il n'est pas là, ça se passe très mal. On a besoin de notre boulanger. Mais c'est ce qu'on a vu pendant la crise du Covid avec les métiers essentiels. Complètement. Beaucoup n'ont pas pu être en télétravail. Et heureusement qu'ils n'étaient pas en télétravail. Tout à fait. Quand il y avait des queues de je ne sais combien de mètres aux abords des supermarchés, on était très contents qu'il y ait des caissiers et des caissières. Complètement. Ils sont indispensables. Bien sûr. On a tous besoin des uns et des autres pour pouvoir vivre en société. Et moi, gendarme, parce que le respect de l'uniforme, la discipline, l'ordre, le travail, l'abnégation, le don de soi aux autres, et peut-être aussi une forme de vouloir protéger ce qu'on n'a pas pu me protéger. Voilà. Je comprends. Alors, tu voulais être gendarme lorsque tu étais enfant et la politique aujourd'hui est ce dans quoi tu œuvres. Ma question est de savoir comment voyais-tu la politique lorsque tu étais plus jeune ? Quelle image en avais-tu ? Alors c'est assez étrange. Moi j'ai une famille très politisée et j'avais comme repère aussi évidemment mon père, ma mère. Quand je parle de mon père, ce n'est pas mon père biologique mais c'est celui qui m'a élevé. Et je l'ai aimé comme un père, et il m'a aimé comme un fils. Donc pour moi, mais ça restera mon père, il n'y a pas photo. Mais j'avais un autre modèle qui est mon frère cadet, Taïeb, qui lui était fiancé à une charmante jeune demoiselle, mais qui se trouvait être la fille du premier adjoint au maire communiste. Donc en vérité, moi je suis tombé dans la politique comme Obélix. Tu es tombé très tôt. Petit, je me suis retrouvé au début ce qu'on appelle les pionniers de France, c'était des scouts communistes, puis... Parcours classique, jeunesse communiste, parti communiste, jusqu'au moment où je dis bon, attendez, vous nous demandez de réfléchir, on réfléchit, vous dites non, le parti a décidé, donc c'est pas possible. J'ai très chevillé au corps la démocratie, le système d'hommes libres. C'est comme ça que j'ai été élevé par ma mère qui s'est battue pour l'indépendance de son pays, donc elle nous a transmis le fait d'être des résistants avant l'heure. Et donc je suis tombé dedans étant petit, mais avec un côté complètement désintéressé. Désintéressé parce que le système communiste était on a besoin de vous, on sait ce qui est bien pour vous, mais on va le faire sans vous. Et donc très tôt... Toi, c'est ta vision de... Ah, c'est pas ma vision, c'est ce que les communistes ont fait dans nos villes. Ils nous ont toujours considérés, je vais être cru, mais comme des bougnoules et des négros de service. Ils nous ont jamais vus comme des gens à fort potentiel. C'est des mots forts que tu portes. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Ils nous ont parqués dans nos ghettos et ils ne voulaient surtout pas qu'on en sorte et surtout pas qu'on s'émancipe. Parce que le jour où tu t'en sors et tu t'émancipes, tu te rends compte que être aux manettes de la politique, bon, ça demande l'investissement, certes, mais c'est juste faire des choix d'orientation. Où est-ce que je mets ? Est-ce que je mets plus de fric là ou plus de fric là ? C'est juste ça. C'est des arbitrages budgétaires, la politique. C'est des arbitrages budgétaires, ni plus ni moins. Après, bien sûr, il y a un peu d'expérience, etc., mais ça s'acquiert. Et donc, nous, on nous a fait croire qu'on était incapables. Si on nous avait dit à 40 ans qu'on pourrait devenir maire, qu'on pourrait devenir député, ministre, et pourquoi pas président de la République, mais on le serait déjà. Sauf qu'on s'est dit, bon, ça nous sert de réserve électorale. Hein. Dès qu'il y a un peu de problème, on agite le chiffon du racisme, de l'extrême droite, de la droite qui serait raciste elle aussi, qu'il n'y a que la gauche. Pour faire peur. Bien sûr, il n'y a que la gauche. Et en plus, c'était alimenté par des associations, on ne va pas critiquer, ils avaient leur importance, SOS Racisme, mais on voit très bien que c'était la courroie de transmission du Parti Socialiste. Et donc, en fin de compte,
Ils nous ont parqués dans des endroits, nous proposaient quelques places d'adjoint au maire en tant qu'adjoint au maire au sport ou à la jeunesse, hein, bizarrement. Jamais aux finances, jamais à la santé, jamais à l'urbanisme. On se demande bien pourquoi. Et encore même ça, le fait d'accéder à des listes, c'est, je pense, une étape supérieure. Très tard est arrivé le fait de pouvoir proposer à certains jeunes aujourd'hui issus potentiellement des quartiers prioritaires, de dire on va te mettre une place éligible sur la liste. Même ce mot-là, beaucoup de personnes rejoignent des listes sans même savoir à partir de quel numéro on est éligible ou jusqu'à quel numéro on est éligible. Mais parce qu'on n'était pas structuré, on n'était pas organisé. Et puis nos parents, quand ils sont venus dans un premier temps, ils sont venus pour travailler. Et donc, beaucoup se disaient, on va travailler un petit moment et puis après on va partir. Donc on ne va pas rester. Comment on ne va pas rester ? On ne s'implique pas. Comment on ne s'implique pas ? On ne demande pas de nationalité. Et donc par conséquent, on n'a pas... on subit la politique et au contraire, on ne la dirige pas et on ne l'oriente pas. Alors, c'est assez intéressant parce que la question qui vient, c'est de savoir comment la politique est rentrée dans ta vie et quelle est peut-être la problématique à laquelle tu voulais répondre lorsque tu t'es engagé en politique. C'est rentré par accident. J'étais baigné et la politique m'intéressait. Depuis 1995, l'ancien maire regretté, M. Gassonès, me proposait d'être sur ces listes, sauf que j'avais une activité professionnelle qui était incompatible. Et puis au moment où j'étais sorti de cette activité professionnelle et donc que je pouvais m'impliquer, j'étais devenu entre-temps un responsable d'Europe Écologie Les Verts, enfin des Verts et puis d'Europe Écologie Les Verts dans ma ville. Et l'ancienne maire Christine Jandet, naturellement, les choses devaient se faire en 2014 pour être avec elle. Sauf que visiblement, je crois qu'il y a un mot qu'elle n'a pas compris dans Europe Écologie Les Verts, c'était Écologie Les Verts. Et il y avait un bois de 3 hectares qui voulait raser pour construire 350 logements. Et en fin de compte, c'est en opposition à ça, en disant, écoute, c'est quoi ? Fais ta liste, on fait notre liste, on se voit au soir du premier tour. Mais vraiment, sur un coup, tu vas réfléchir, tu vas redescendre. Et nous, on ne demande pas grand-chose, on n'est pas des fous furieux. Sauf que ça, c'est pas possible. Pour un écologiste, on ne peut pas accepter de raser un bois de 3 hectares. Ça n'existe pas. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, j'ai envie de te dire, sur une situation complexe, mais pour protéger nos valeurs. Et je t'assure, un bois, c'est de l'apaisement, c'est un bassin de rétention d'eau, c'est un îlot de lutte contre la chaleur dans nos villes. Quand tu as une ville ultra urbanisée, avoir un bois de 3,5 hectares, c'est pas partout. Il y a une étude chance extraordinaire qui a montré que aujourd'hui très peu de jeunes issus des populations, enfin des milieux urbains, c'est-à-dire vraiment zones urbanisées, n'ont jamais marché pieds nus dans l'herbe. C'est ça. Quelque chose qui semblerait être connecté à la nature, à la mère nature, parce que la planète, il n'y a pas de plan B. Hein. Le jour où on a flingué cette planète, on n'ira nulle part. Donc, vaut mieux tout se calmer. Bien sûr, et puis les inondations aussi. Cette transition, bien sûr. Lorsque tu impermises les sols, l'eau, il faut bien qu'elle s'évacue quelque part, il faut bien qu'elle s'écoule. Et à chaque fois que tu fais augmenter la température de la Terre, tu as plus d'évaporation, donc tu vas avoir plus d'eau. Et ainsi de suite, et tu vas avoir plus de fonte. Alors, j'allais poser une autre question, mais c'est vrai que en t'entendant parler, ça m'a fait penser à quelque chose. Est-ce que tu as l'impression que les sujets d'écologie dans les milieux urbains n'ont pas été assez amenés, n'ont pas été assez proposés et ou réfléchis autour de ces problématiques-là, par exemple ? Effectivement, mais c'est lié à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que tu as une histoire de dictionnaire et de langage. Je m'explique. Nous, tu peux nous emmener n'importe où dans le monde, dans n'importe quelle classe sociale, on va s'adapter et comprendre. D'autres, tu les mets dans ce qu'ils appellent la jungle, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on dit. Et donc, il y a une discordance entre les mots. Et lorsque tu fais une écologie de bobo et que tu veux la ramener dans un quartier populaire, le mec il te dit, écoute, moi quand j'ouvre mon frigo, j'ai faim. De quoi tu me parles ? Et donc, si tu n'utilises pas les bons mots et que tu n'as pas les bons interlocuteurs, ça ne pénètre pas, ça ne rentre pas. Et donc, ça devient une écologie punitive. Et lorsque tu viens punir un peuple, ce peuple se révolte, se rebelle, et donc, il te dit, ton truc, j'en veux pas. Il n'adhère pas, du coup, à ces... Mais oui. Moi, pendant de longues années, j'ai essayé de le dire quand j'étais chez les Verts et chez Europe Écologie Les Verts. Vous nous considérez comme les communistes nous ont considérés. Il y avait un vrai racisme social. Je ne parle pas d'un racisme ethnique, mais un vrai racisme social de classe. Donc, tu as l'impression qu'il y a une forme de politique écologiste assez élitiste ? Complètement. Mais parce que personne ne l'a pris à son compte.
tu laisses une certaine catégorie prendre quelque chose à son compte, elle devient ce qu'elle est par rapport aux gens de la caste qui l'ont prise. Bien sûr. Et donc lorsque toi tu arrives et tu dis attendez les mecs on va discuter autrement, on dit mais c'est vrai que ça s'est je dirais beaucoup senti des fois dans certains projets, des fois certaines structures associatives voulaient amener, alors c'est pas des projets que je décris notamment que ce soit des jardinières, des jardins partagés, ces choses-là, des potagers, mais c'est des choses effectivement auxquelles on ne peut pas toujours je dirais amener ou proposer certains jeunes de faire si c'est pas déjà dans leur but, dans leur On prend un exemple, Paris, tu veux faire Paris sans bagnole, c'est avec grand plaisir, sans problème. Pourquoi ? Où que tu sois à Paris, tu es à 300 mètres d'un métro, d'un bus, d'un tram ou d'un RER. Mais dès que tu t'éloignes un petit peu de Paris, c'est plus possible. Donc il ne faut pas aller à contresens du reste de la population. Paris, c'est 2 millions de personnes. En Ile-de-France, on est 12 millions. C'est-à-dire qu'on est majoritaire. Donc tu ne peux pas pénaliser les gens. Il faut les accompagner. Il faut leur permettre de... Quand tu as quelqu'un qui touche à peine le SMIC, qui commence à 5h du mat', et le premier transport, il commence pas avant 5h30. Comment veux-tu qu'il fasse que de prendre sa bagnole, sa vieille bagnole, parce qu'il n'a pas de fric pour acheter une nouvelle bagnole, qui pollue évidemment, mais il n'a pas le choix, et tu lui mets les ZFE. Enfin, bien sûr. Les types, vous comprenez ce qui se passe là ? Il n'a pas le choix. Par contre, donne-lui une bagnole propre, tu vas voir qu'il va la c'est pour prendre. ça qu'il y a des programmes de subvention à l'achat de véhicules propres et tout un tas de dispositifs. Mais ils ne sont pas poussés par ceux qui... Il devrait y avoir une variante. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème, je gagne très bien ma vie. J'ai pas de problème à payer 5, 7, 8, 10% de plus, le même produit que quelqu'un qui n'a pas les moyens et qui le paierait 20 ou 30% de moins. J'ai pas de problème sur cette taxe sociale-là qui serait flottante, surtout sur des choses qui... Tu vois, tu vas acheter un sac à main à 6 000 balles, tu le payes 500 balles de plus, ça va te faire ni chaud ni froid. Et donc, cette taxe sociale-là pourrait, tu vois, ça c'est une vraie mesure dite de gauche, mais c'est une vraie mesure sociale tout court. Moi je vois à la région avec Valérie Pécresse, elle prend des mesures sociales, mais tu as l'impression que c'est une femme de gauche quand tu écoutes les gens de gauche parler. Et pourtant, elle assume complètement d'être complètement de droite, et donc tu as des gens de droite qui font plus de social que des gens de gauche, et il y a des choses intelligentes qu'on pourrait mettre en place, mais pour ça, il faut le faire avec tout le monde. Pas contre soi, dans le petit carré, dans le marais, entre potes, autour d'un steak végétal. Tout à fait. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, et c'est vrai que ce qui est assez intéressant, tu mettais en lumière la façon dont l'écologie est vue, perçue et vécue en fonction de si on est en zone urbaine ou périurbaine. Et pareil pour ceux qui sont en campagne. Bien sûr, je ne parle même pas du rural, parce que je le disais juste avant, il y a ces sujets actuellement d'inondation sur la côte ouest. Donc on sait que plus on s'éloigne et plus on est exposé à des problématiques liées au dérèglement climatique sur lesquelles beaucoup ne sont pas touchés directement. Mais comme tu as évoqué beaucoup de sujets par rapport à ton engagement politique, je me demandais, parce que je pense qu'aujourd'hui tu cumules une certaine et longue expérience en politique, quel est ton plus beau moment en politique, et quel a été le pire moment que tu as vécu depuis que tu t'es engagé en politique? Et j'ai envie de te dire, en vérité, c'est la même situation. Le plus beau moment, c'est quand je prends mon téléphone ou je me déplace pour régler une situation. C'est sûr que maintenant que je suis élu de la République, je suis conseiller régional d'Île-de-France, je suis commissaire au sport, je suis conseiller municipal, j'ai un certain réseau, les portes s'ouvrent plus facilement. Les mêmes portes que quand j'étais pas élu, ils ne s'ouvraient pas du tout. Bien sûr, forteresses. Bien sûr. Et donc, quand j'arrive à débloquer une situation d'une femme isolée qui se retrouve à 2h du matin, battue par son mec dehors avec ses gosses, et que j'arrive à lui trouver une solution d'urgence d'hébergement, et puis de mettre quelque chose de périn, de lui trouver un boulot derrière parce qu'elle veut s'en sortir et élever ses enfants, je suis super fier parce que c'est ce que mon pays, mon maire Gaston Viens a fait pour ma mère et nous. Donc en vérité, j'ai l'impression de rendre ce qu'on m'a donné. Donc c'est pour toi, le plus beau moment, c'est quand tu arrives quand j'arrive à débloquer une situation. Le pire moment, alors j'allais te dire le pire moment, mais je ne vais pas poser cette question comme ça. Je vais te demander, quel est l'obstacle que tu as rencontré qui aurait pu te faire arrêter la politique, où tu t'es dit non, là c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Rien ne me fera... Il y a une chose qui pourrait me faire arrêter la politique, c'est que mes enfants me disent papa, je veux que tu arrêtes. Là, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de discussion. J'arrête immédiatement. La mort dans l'âme, mais j'arrêterai immédiatement. Mais rien ne t'a jamais dit je vais arrêter. Rien. Parce que la question était quel obstacle et quelle leçon as-tu tiré. Mais du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que t'es inarrêtable du coup. Non, si, je suis arrêtable. C'est quand le Tout-Puissant aura décidé de me rappeler auprès de lui, ça va s'arrêter net tout de suite, immédiatement. Bien sûr, mais... j'arrêterai le jour où je prendrai plus de plaisir, j'arrêterai le jour où j'aurai décidé, hormis mes enfants. Bien sûr.
il y a quelques années, je me suis retrouvé dans une situation de danger immédiat, avec des gens très mal intentionnés qui ont compris un message d'un élu leur disant ce type-là nous emmerde sur les réseaux sociaux, parce que je faisais assez le clown, ça me faisait rire, parce que moi vraiment je faisais la politique à la Coluche, je veux prendre du plaisir tout le temps. Moi je veux que sur ma tombe il y ait marqué cet homme a kiffé sa vie jusqu'à la dernière seconde. Voilà, je veux pas être l'homme le plus riche du monde, je veux être l'homme le plus heureux du monde. C'est deux choses différentes. Il y a des gens mal intentionnés qui ont eu un mouvement assez viril, sauf que j'étais avec mes enfants et un couteau est sorti et donc j'ai mis mes enfants en sécurité. Oui, non, vraiment, il y a des situations des fois qui peuvent être pénibles. Sauf que bon, ils savent pas l'expérience du type qui est en face d'eux et surtout la détermination du type qui est en face d'eux. Parce que quand je dis j'ai traversé l'enfer, c'est pas une blague, j'ai vraiment vécu l'enfer. Et soit ça te tue, soit ça te renforce et ça te... pas un pitbull, mais un boerbull. Un boerbull, il est capable de se battre avec un lion. J'ai pas dit qu'il va battre le lion. Je dis que dans sa tête, il est capable d'aller au combat. Il y va sans reculer. Et donc, on a réglé la situation, etc. Mais donc, il s'est posé la question de est-ce que ça vaut le coup, etc. Mais ouais, ça vaut le coup. Parce que si tu arrêtes, ces gens-là, ils ont gagné. Ces gens-là sont mal intentionnés et ils n'y vont pas pour les autres, ils y vont pour eux. Si tu pouvais donner une raison à un jeune de voter, parce qu'on a quand même les élections municipales, il faut le rappeler, les 15 et 22 mars prochains, quelle serait cette raison pour laquelle ce jeune devrait se lever et aller voter ? Il y a une raison très simple. Celui ou celle, pardon. C'est un droit. C'est un droit extraordinaire. Il y a plein de pays dans le monde où ce droit, il t'est aliéné. C'est-à-dire que tu ne peux pas voter, on va décider pour ta place. Deuxièmement, il y a une très belle phrase qui a été dite, je ne me rappelle plus de qui malheureusement, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Et moi, j'ai envie de dire à tous ces jeunes, en vérité, moi le premier, tous les candidats n'ont pas de programme électoral, sauf pour celles et ceux qui votent. Donc si tu ne t'exprimes pas et que tu ne votes pas, tu ne seras jamais concerné par les décisions. Donc vote pour celui dont tu ressens les vibrations les plus fortes, parce que c'est essentiellement ça, parce que quand tu regardes les programmes de tout le monde, globalement, on va parler des mêmes thématiques, plus ou moins avec les mêmes priorités. Quelques variables d'ajustement. Mais c'est la personne qui sera derrière qui le portera. Dans cette idée de on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tout à fait. C'est ce qui a nourri et permis aujourd'hui à ce que tu sois le, je rappelle, candidat. Ne regarde pas le menu, écris-le. Ne regarde pas le menu, écris-le. Ne regarde pas le menu, écris-le. Merci énormément pour cette citation. J'aurais juste 3 dernières petites questions qui sont pour notre PLE Time. La personne qui a le plus marqué ton parcours ou ton engagement en politique, qui ce serait peut-être ? Ma mère. Très bien. Le lieu où tu aimerais passer le reste de tes jours ? Sur la Terre. Et la Terre, c'est vaste. Sur toute la Terre. Je suis un terrien, cette terre m'appartient comme à tout le monde. Peu importe, il n'y a pas une préférence pour la montagne, pour la plage, pour ma ville, j'adore ma ville d'Orly, mais j'aime aussi la Méditerranée, mais où je sois, je serai heureux. Et l'objet qui a peut-être le plus marqué, je dirais, ta vie ou ton parcours L'objet. Peut être un livre, un bijou, quoi que ce soit. Non, c'est un balai. Un balai. Parce qu'avec le balai, tu nettoies. Et le balai, ça a été ce que mon père m'a appris à coller des affiches. J'ai collé mes premières affiches, j'avais 8 ans. Bravo à toi d'avoir commencé aussitôt aujourd'hui, de nous pouvoir nous partager ton parcours, ton engagement. C'est moi qui vous remercie, mais c'est surtout eux qu'il faut remercier, parce que c'est eux qui m'ont inculqué tout ça, c'est eux qui me l'ont transmis. Bien sûr. Ils m'ont transmis grâce à l'amour. Tu as tout à fait raison, Philippe, et je te remercie pour tes mots. Merci à vous, chers téléspectateurs de Vibe TV. Et comme vous le savez, Hors Champ, c'est la politique faite pour vous, vue par vous. Lorsque les caméras s'arrêtent, le débat commence. Alors n'hésitez pas à aller dans les commentaires pour nous laisser vos avis.